Julien va nous parler de l'optimisation de l'hémodynamique pendant la CEC. Mais ça intéresse les anesthésistes, ce qui se passe pendant la CEC? Bah, pas toujours, tu vois. Bon, merci, bonjour à tous. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir compléter ce topo que Lionel fait merveilleusement sur la partie perfusion et circulation extracorporelle, et donc d'optimisation hémodynamique, puisque comme il l'a très bien dit, il n'y a pas que l'anesthésie qui va jouer, il y a aussi toute la perfusion. Alors moi, j'ai des conflits d'intérêt avec Medtronic, en l'occurrence pour ces présentations-là, puisqu'on utilise la NIRS et un circuit Medtronic sur nos consoles. Alors, comme il l'a très bien expliqué, vous le savez probablement tous, mais je le redis parce que ce n'est pas toujours aussi évident, il y a deux types d'AVC, cérébraux, enfin d'AVC. Il y a les corticaux, donc ça va être un embole qui va partir dans la circulation vasculaire et qui va se bloquer. Alors ces emboles en chirurgie cardiaque, ils sont essentiellement liés aux manipulations aortiques par le chirurgien, au clampage bien sûr, et puis aussi à des débris et des acides gras qui vont migrer et se bloquer dans le réseau vasculaire. Bon, nous, anesthésistes réanimateurs perfusionnistes, on ne peut pas y faire grand-chose à ça, parce que, hormis demander au chirurgien de faire attention, on ne peut pas faire grand-chose. En revanche, sur les AVC donc sous-corticaux, qui en anglais s'appellent watershed, c'est-à-dire entre deux os, qui portent très bien leur nom, parce que évidemment ça va toucher le système vasculaire intermédiaire que vous décrivez tout à l'heure, Lionel, vous voyez que cette zone va être extrêmement fragilisée par l'hypoperfusion. Et là, en revanche, on peut agir et on peut être tout à fait sensibilisé à ça, et on a des moyens de les normer. Alors, voilà ce que ça donne, il vous l'a montré aussi. À gauche, vous avez un AVC cortical, et à droite, les lésions induites par un AVC sous-cortical ou watershed. Alors, le process, il est fréquent, parce que vous voyez, dans cette étude, on compare donc par IRM le avant-après de ces patients, et vous voyez que le processus embolique, il va concerner 25 à 40% des malades, mais que le watershed stroke, il concerne 70% des malades. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire, et vous allez avoir un processus mixte dans 75% des cas, avec une unilatéralité dans 70% des cas et une bilatéralité dans 50% des cas. Donc c'est un processus qui est additionnel par rapport à l'embolique, au processus embolique, et qui est extrêmement fréquent. Alors, dans ce contexte, on a tendance, nous, anesthésistes réanimateurs perfusionnistes, à se dire, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a probablement une bonne pression artérielle, et on est focalisé sur cette pression artérielle depuis toujours dans tous les domaines. Et donc, est-ce qu'il y a une bonne pression artérielle ? Alors, il y a le dogme classique qui évolue maintenant un peu, mais qui était de dire la bonne pression artérielle en CEC, c'est 65 mm de mercure. Voilà, ça c'est bien pour tout le monde. Le gros, le petit, le diabétique, le pas diabétique, la cachectique, l'obèse, c'est tout pareil. C'est toujours la même valeur, c'est 65, c'est bien. Et en fait, tout ça, c'est issu de ce plateau d'autorégulation cérébrale. Vous voyez ici le plateau d'autorégulation cérébrale. Et puis, vous voyez ce genou de la perte d'autorégulation cérébrale. Et le 65, il est censé être au-deçà de ce genou, sauf que quand vous faites une étude d'analyse de perte d'autorégulation cérébrale, eh bien, cette perte d'autorégulation cérébrale, elle est très large. Elle va concerner des pressions artérielles moyennes de 43 à 90 dans cette étude. Autrement dit, le 65 vous protégeant de la perte d'autorégulation cérébrale, c'est totalement débile. Mais on s'en doutait, puisque traiter tout le monde à la même enseigne, c'est forcément une erreur, même si c'est plus simple pour le clinicien. Alors, il y a eu plusieurs études, il y en a encore plein. Il y a encore plein de grosses études multicentriques qui sont en cours sur la pression artérielle idéale. Celle-ci, elle est un petit peu ancienne, elle date de 1995, et elle est intéressante parce qu'elle est randomisée. Donc là, je vous cite que 2 études randomisées. Je n'ai pas le temps de faire plus, et à la limite, elles sont démonstratives. Celle-ci, qui est ancienne, donc, où on a 2 groupes. Un groupe où on définit le groupe basse pression, entre 50 et 60 mm de mercure de pression artérielle moyenne per CEC, et puis un groupe entre 80 et 100, donc plutôt haut quand on parle de 65 mm de mercure habituel. On régule la pression artérielle avec des vasoconstricteurs, et dans cette étude, ils fixent le débit de pompe à 1,6 litre au cours de l'hypothermie, parce qu'à l'époque, on travaille encore en hypothermie à 28 degrés, et lors du réchauffement puis de la normothermie, on est à 2,4 litres d'index cardiaque par minute et par mètre carré de surface corporelle. L'outcome
il est un peu l'outcome qu'on déteste, c'est-à-dire le grand fourre-tout, mortalité, accident neurologique et infarctus du myocarde à 6 mois. On fait un grand pêle-mêle là-dedans et on regarde ce que ça donne. Évidemment, à l'époque, il n'y a pas d'IRM. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Que dans le groupe basse pression, donc entre 50 et 60, il y a beaucoup plus de complications neurologiques et cardiaques, et que si on s'intéresse spécifiquement au stroke, il y en a beaucoup plus que dans le groupe haute pression, et donc il ne faut pas faire de la basse pression. C'est ce que concluent les auteurs. Sauf que quand on regarde d'un peu plus près, d'abord, on n'a pas tous les AVC silencieux, et deuxièmement, dans le groupe basse pression comme dans le groupe haute pression, les index cardiaques à plus de 2,4 ne sont jamais atteints ni en hypothermie, ni après, ni dans un groupe, ni dans l'autre. Ils sont tous en bas débit. Qui plus est, les pressions artérielles, dans le groupe basse pression, elles sont atteintes, c'était 50-60. Elles ne le sont pas du tout dans le groupe haute pression qui devait être au-delà de 80, puisque vous voyez qu'ils sont en deçà. Et enfin, les hématocrites sont basses, puisque le patient, globalement, il a moins de 21 d'hématocrites, c'est-à-dire moins de 7 grammes. Et donc, ce qu'on peut dire de cette étude, c'est que quand on a un bas débit, une basse pression et une basse hématocrite, c'est probablement pas bien et qu'il ne faut pas faire ça. Autre étude qui est plus récente, publiée dans Circulation, qui est également un RCT, et qui malheureusement travaille sur un petit collectif de patients, parce qu'il y a à peu près 100 malades par groupe, en chirurgie cardiaque, même stratégie pour maintenir une pression artérielle adéquate. Mais vous voyez que dans le groupe basse pression, ils sont très courageux, entre guillemets, parce que là, ils vont loin, ils se mettent entre 40 et 50. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens, beaucoup de médecins ici qui travaillent entre 40 et 50, mais ça reste des pressions qui sont extrêmement basses et c'est assez osé. Et dans cette étude, il fixe le débit de pompe à 2,4 litres d'index et on travaille en normothermie. Donc on est dans des conditions beaucoup plus classiques. Et surtout, ils s'intéressent au diagnostic IRM d'AVC, de nouvelles AVC, et ils font donc une IRM avant et après la chirurgie, ce qui permet d'avoir un diagnostic beaucoup plus robuste que de la simple évaluation cognitive post-opératoire pour lequel il y a une énorme hétérogénéité dans l'analyse. Et qu'est-ce qui montre ? Très curieusement, que dans le groupe basse pression, entre 40 et 50, il y a beaucoup moins d'AVC que dans le groupe haute pression. Alors, si vous regardez bien, on n'est pas tout à fait significatif, puisqu'on n'est pas inférieur à 0,05. Et ça, probablement, c'est un manque de puissance, parce que quand on regarde un organe qui est bien moins robuste en termes d'autorégulation cérébrale, d'autorégulation d'organes, qui est le rein, vous voyez qu'on retrouve exactement les mêmes résultats avec des insuffisances rénales qui sont bien moins nombreuses dans le basse pression que dans le haute pression, et cette fois-ci de façon très significative. Donc il y a un manque de puissance clair sur cette étude, mais néanmoins, on a un bénéfice à travailler à basse pression. Alors c'est quand même assez étonnant. Alors quand on regarde un peu plus le détail de cette étude, on voit que les pressions dans les deux groupes, groupe basse pression, la pression artérielle cible, elle est atteinte. Ils sont à 45 en moyenne. Mais en revanche, dans le groupe haute pression, ils n'ont pas atteint leurs objectifs qui étaient à plus de 70. Ils restent en deçà. Deuxièmement, les nadirs d'hématocrite sont bons. Ça correspond à peu près à 9 grammes d'hémoglobine et ils sont en tout cas les mêmes dans les deux groupes. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les deux groupes, au lieu d'être à 2,4 litres comme ils l'avaient escompté, ils ont augmenté le débit. Ils ont augmenté l'index, ils ont augmenté l'index à 2,7 litres dans les deux groupes. Et donc ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que probablement le fait de travailler à basse pression pose beaucoup moins de problèmes quand vous optimisez la perfusion. Et donc probablement, et c'est un peu le message, c'est que favoriser la perfusion avant tout, en premier lieu et à tout prix, ça vous permet de travailler avec des pressions un petit peu plus basses parce que vous perfusez mieux votre malade. Alors, la morale de l'histoire, c'est basse pression, bas débit de pompe, basse hématocrite, c'est pas bon du tout, il faut éviter. Et puis haute pression au volume, c'est-à-dire l'étude de Wedel, dans le groupe haute pression, ils ont plus d'AVC. C'est aussi potentiellement par un effet car-sharing, parce que vous savez que quand vous augmentez le débit, les personnes qui font du GDP le savent bien, quand vous augmentez le débit, vous augmentez la vélocité sur les canules, surtout sur des canules trop petites, et à ce moment-là, vous avez un effet car-sharing qui va décrocher des plaques. Ça va favoriser les accidents vasculaires corticaux. Deuxièmement, vous allez générer de la cavitation sur les canules,
surtout si elles sont trop petites, et donc vous envoyez des bulles de champagne dans le cerveau. Donc tout ça sont des éléments qui vont s'associer à un débit élevé sur une résistivité des vaisseaux trop élevée, donc haute pression, haut débit, et surtout si vous avez des canules trop petites, donc il faut absolument demander à vos chirurgiens de mettre des canules plus grosses pour éviter les grosses vélocités et pour éviter la cavitation. C'est très important. Ils ont toujours du mal, je ne sais pas pourquoi, entre une 20 et une 22, ça leur pose problème. Je ne vois pas pourquoi. Autre élément intéressant, c'est que même dans le groupe basse pression, vous voyez que la quantité d'infarctus sous-cortical, elle est quand même de 36% de nouvel infarctus chez le groupe basse pression qui est censé avoir moins d'infarctus. Elle est aussi élevée chez le patient dans le groupe haute pression. Ce qui est assez effroyable, et c'est ce que nous montrait tout à l'heure Lionel, vous voyez qu'à 7 jours, le nombre de troubles cognitifs est de 23% dans le groupe basse pression, qui est le meilleur groupe, 23%. Et vous voyez qu'à distance, et là, c'est plus du délirium, c'est du déclin cognitif, il y a encore 9% des malades dans le bon groupe, 9% des malades qui ont du déclin cognitif. Ça, c'est des patients qu'on ne va pas revoir, nous, mais qui, à 6 mois, 1 an, peuvent potentiellement demander une aide à domicile ou perdre de l'autonomie parce qu'ils ont du déclin cognitif, parce qu'ils ont perdu des cellules. Donc, c'est hyper grave. Et donc, on doit pouvoir mieux faire. Et donc le problème, c'est que quand on affiche des niveaux de pression standards, que ce soit basse pression, haute pression, ok, mais ça reste du traitement de masse. C'est-à-dire qu'on va dire, bon allez, en fait, on n'a rien compris, c'est pas 80 à 100 qu'il faut faire, c'est 40 à 50 pour tout le monde. Mais c'est pas possible. Parce que quand on a des altérations du système vasculaire, comme il nous l'a montré tout à l'heure, eh ben ça ne suffira pas. Tout dépend du patient. Et donc, en fait, au lieu de vouloir adapter les patients aux thérapeutes, il faut changer de paradigme et il va falloir que le thérapeute s'adapte aux patients. Et aujourd'hui, est-ce que c'est possible ? Bah oui, c'est possible. On a des outils pour le faire. Le premier outil, c'est le GDP. Donc, le Goal Directed Perfusion, c'est un outil qui n'est pas parfait, mais il est mieux que rien. Et il va permettre d'adapter aux besoins la perfusion que vous allez générer chez ce malade. Comment ça marche ? Très rapidement. Vous allez pouvoir mesurer, en mesurant la quantité d'oxygène que vous délivrez sur l'oxygénateur et en récupérant sur la membrane l'analyse des gaz effluents, vous allez pouvoir déduire ce que vous apportez et ce qui revient, donc ce qui a été consommé par le malade. C'est la DO2. Et donc là, vous avez un tissu, une vascularisation tissulaire, et donc vous délivrez de l'oxygène au tissu qui le consomme, donc il va appauvrir évidemment le sang en oxygène. Et donc, quand vous apportez de l'oxygène et que vous en récupérez, vous savez combien la consommer, mais vous ne savez pas si cette consommation, elle est adaptée. C'est-à-dire que vous pouvez très bien donner de l'oxygène, ok, j'en donne, j'en récupère, mais est-ce que c'est suffisant ? Eh bien, c'est l'idée qui a été développée par Ranucci depuis un moment et qui a l'air d'être intéressante, c'est de développer le tissulaire perfusion, donc la production de VCO2, de CO2 tissulaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va enregistrer la quantité de CO2 à l'entrée et à la sortie sur la membrane effluente de l'oxygénateur, et on va pouvoir déduire ce qui a été produit par le malade en termes de CO2. Et cette production, elle est d'autant plus importante que l'apport en oxygène n'est pas suffisant, parce que quand vous apportez pas assez d'oxygène, qu'est-ce qui se passe ? Vous produisez du CO2 puisque vous dérivez le cycle de Krebs au niveau de la mitochondrie. Et donc vous allez produire du CO2. Plus vous en produisez, plus il y a une inadéquation entre l'apport en oxygène que vous donnez et la consommation du malade et sa consommation adaptée. Le rapport DO2 sur VCO2 permet de tenir compte justement de la consommation et de la production de CO2, et ça s'appelle le CPR. Cet ECPR vous permet de mesurer si cette production et cet apport en oxygène est suffisante sur le tissu. Il y a une étude qui est faite donc par Ranucci, une étude randomisée, il en a fait plein, mais celle-là, elle est randomisée. 2 groupes. Un premier groupe, donc l'outcome est rénal, parce que, évidemment, comme je vous le disais, l'autorégulation rénale est moins performante que l'autorégulation cérébrale, donc c'est plus facile de la mettre en défaut, premièrement. Et puis, deuxièmement, on a des marqueurs qui sont plus sensibles que les marqueurs cérébraux. Per CEC, on n'arrive pas à avoir de marqueurs suffisamment fiables. Et puis, les outcomes d'analyse cognitive sont pas très bonnes, sont pas très précises. Donc ça, c'est plus précis, ça
ça permet de montrer plus facilement des différences. Dans le groupe en rouge, c'est le groupe GDP. Là, dans ce groupe-là, Ranucci a décidé d'adapter le débit, l'index de perfusion du patient en le faisant varier de 2,4 litres à 3 litres, en le monitorant sur la base de la DO2, donc la consommation en oxygène, qui doit être maintenue supérieure à 280 millilitres par minute par mètre carré. Et donc, il la maintient au-dessus en modifiant, en augmentant ou en diminuant le débit. De l'autre côté, le groupe contrôle, là, on fait standard, on enregistre juste les valeurs de DO2, mais en blind, et on fixe le débit à 2,4 litres pour tout le monde, et on ne fait rien de plus. Qu'est-ce qu'on montre ? Que quand on fait du GDP, voilà le contrôle, voilà en rouge le groupe traité, on diminue le risque d'insuffisance rénale de façon significative. Donc, le GDP peut aider à ajuster la perfusion et le débit, notamment, aux besoins du malade. Alors sur un écran comme celui-ci, c'est un Medtronic avec qui j'ai des conflits d'intérêts, comme je vous l'ai dit. Bon, on n'est pas obligé de dire des âneries malgré tout. Et donc, vous avez la DO2 ici. Donc ce rapport doit être supérieur à 280. Très honnêtement, ensuite, Ranucci l'a revu à la hausse, c'est plutôt 300. Là, vous avez le CPR, donc le DO2 sur BCO2, qui doit être supérieur à 5,1. La SVO2, qui doit être supérieure à 68. Et puis, vous avez un monitorage ici de l'hémoglobine en continu, qui vous permet d'ajuster tout ça. Et votre index est ici. Vous voyez ici, on l'a poussé à 3, cet index. Et probablement, vous pourriez me faire la remarque en me disant, bah oui, mais est-ce que c'est nécessaire de tourner à 3 alors que la DO2 est très supérieure aux besoins du malade et que son ECPR, il est très au-deçà. Donc probablement là, on tourne trop fort et que c'est idiot. Et probablement, le besoin de ce patient ne suppose pas de maintenir un index aussi élevé avec un risque de vélocité élevé d'effet Karshering et de cavitation. Donc il faudrait baisser l'index sur la base de ces rapports. Voilà. Autre élément qui peut aider, et ce sont des éléments complémentaires, qui peut aider à l'optimisation de perfusion cérébrale et de perfusion d'organes, mais c'est surtout le cerveau qui nous intéresse en l'occurrence, c'est la NIRS. Alors la NIRS, les études existent, il y a des études randomisées, elles sont difficiles, c'est toujours difficile parce qu'on va travailler sur le cerveau. La robustesse, c'est toujours très challengé parce qu'on fait de l'interprétation cognitive et qu'il y a c'est très difficile, il y a un gros bruit de fond. Donc aujourd'hui, les études ne sont pas toujours aussi pertinentes qu'on le souhaiterait, mais au même titre que vous avez vu que sur le BIS, alors qu'on a beaucoup d'études qui montrent qu'il y a un bénéfice, notamment sur le RS à l'utiliser, vous êtes encore capable d'avoir une étude randomisée qui sort de chez les Canadiens et qui vous montre que ça ne sert à rien. Je crois qu'il y a... parce que c'est difficile. Donc, la NIRS est encore challengée. Je vais essayer de vous montrer que c'est un bon monitorage, mais on a encore un défaut de preuve. Alors, comment ça fonctionne ? Pour ceux qui ne connaissent pas, un émetteur sur 2 patchs qu'on colle sur le front, et puis donc il y a un émetteur de récepteurs ici dans ce patch, mais il peut y en avoir d'autres. Et donc vous avez un premier rayon infrarouge qui va être capté par le récepteur, et puis ici un deuxième. Le but du de la petite banane, entre guillemets, c'est d'analyser le bruit de fond et la perte d'infrarouge liée au passage dans les tissus cutanés, la peau, l'os, etc., et de dégraisser, entre guillemets, donc d'affiner la qualité du signal profond qui se situe sur 1 cm3 de lobe frontal. N'y voyez pas un scanner. J'ai un chirurgien un jour qui me saute dessus en me disant « le patient, il a fait un AVC, il est hémiplégique, avec ton truc, t'as rien vu, qu'est-ce que c'est ce bazar ?» Je dis « Mais attends, c'est pas un scanner. D'accord ? On est sur le lobe frontal, 1 cm3. Le seul intérêt de cette machine, c'est la perte d'autorégulation cérébrale. C'est un détecteur de perte d'autorégulation cérébrale. C'est tout. C'est pas un scanner. Donc, il ne faut pas lui faire ce qu'elle ne peut pas faire. » Donc là, qu'est-ce qu'a montré Merkin, qui est un des pionniers dans le domaine ? Il dit vous voyez ces petits événements de désaturation de la RSO2. Donc la RSO2, c'est la quantité d'oxygène portée et mesurée par l'appareil. Ces épisodes de désaturation, quand ils font plus de 20% par rapport à la valeur de base, c'est pas bon. C'est mauvais, ça génère des troubles cognitifs. Et donc, Slater, qui publie une étude un petit peu après, va plus loin et dit oui, d'accord, la désaturation comme ça, c'est pas bon. Mais par contre, ce qui est encore moins bon, et c'est ce qu'on retrouve sur les monitorages de BIS qui viennent d'incrémenter là, c'est l'air sous la courbe. C'est l'air sous la courbe en deçà de 50 de RSO2, qui est une valeur seuil en deçà de laquelle on sait qu'il y a une souffrance cérébrale. Eh bien, tout le temps passé en deçà est délétère. Et donc, il faut s'en affranchir au maximum, parce qu'au même titre que pour le RS dans le BIS, c'est délétère pour le malade.
Alors voilà un exemple pour les personnes qui ont un petit peu de mal à croire que ce dispositif marche. Vous avez ici un TAVI. Ici, vous avez l'écran donc, de monitorage de la RSO2. Les valeurs seuil sont à 58,63. Ici, vous allez avoir le monitorage hémodynamique et on va implémenter un TAVI chez ce patient, une valve Edwards. Et donc, pour ça, on va overdriver le malade, donc le faire fibriller. Donc, on va avoir un débit qui va évidemment chuter. Et ensuite, on va occlure la valve avec un ballon. Donc là, il n'y a plus de débit. Donc, ce que vous allez observer, c'est l'absence de débit de perfusion. Et vous allez voir à quoi ça correspond sur la RSO2. Stimulation 200. Voilà. Donc là, on le fait fibriller, il est overdrivé. Fibrillation. Eric, mets pas ta tête devant l'écran. Hein. Là, on inflate le ballon. 3, 4, 5, 6, 7. 7 secondes. Vous avez vu la désaturation là. On est à quasiment 20%. On a arrêté. Et ça remonte. Donc là, vous avez observé ce que Merkin décrit comme une désaturation profonde, c'est-à-dire 20%. Ça veut dire arrêt circulatoire, ou en tout cas bas débit circulatoire, ou plutôt perte d'autorégulation cérébrale pendant 6 secondes. C'est ça que ça veut dire. Donc quand vous avez 20% de chute, ça correspond à 6 secondes de perte d'autorégulation cérébrale. Saute pas sur ton chute. Voilà. Et alors, il y a une équipe qui, derrière, s'est dit on va regarder, parce que est-ce que ça concerne beaucoup de monde, déjà? Et puis, deuxièmement, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Parce que si c'est juste regarder le moniteur, pleurer avec le malade ou la famille et se dire malheureux, il a désaturé, mais on ne peut rien faire, ça ne sert à rien. Et donc, l'équipe de Charles Haug, une équipe anglaise, a fait une étude, elle aussi randomisée, avec 2 groupes, corrigeant dans un bras corrigeant sur la RSO2 selon l'algorithme proposé par Merkin, qui n'est autre que les paramètres qui interviennent dans la désaturation de la RSO2. Et puis de l'autre côté, il y avait un groupe où on ne faisait rien, mais on enregistrait les valeurs. Qu'est-ce qu'il observe? Il y a plus d'un patient sur 2 qui fait des désaturations profondes, à plus de 20%. Et deuxièmement, dans 92% des cas, on va pouvoir normer les choses. Comment on fait? Le principal, c'est de corriger, alors le sweet speed, c'est l'hypocapnie, c'est de corriger l'hypocapnie. Alors à l'époque, on faisait du 10 ml/kg, on surventilait tous les malades, et donc ils étaient tous surventilés et désaturaient très fréquemment. Alors quand on ne le monitore pas, on n'est pas embêté, hein. Mais quand on le monitore, on se fait peur. Et donc aujourd'hui avec le... C'est fini? Ouais, presque. Avec le 6 ml/kg, on a moins de surventilation. Mais corriger déjà l'hypocapnie, c'est très facile. Ensuite, la FiO2 si c'est nécessaire, mais surtout l'hypotension. Comme le disait Lionel tout à l'heure, l'hypotension est un élément majeur et c'est cette phase entre l'induction et le début de la chirurgie. Vous savez bien cette phase où on a le yo-yo, c'est le moment où on se détend, on fait autre chose, etc. Et là, le patient, il désature très facilement. C'est une période à haut risque et vous l'objectiverez facilement si vous monitorez l'ANIRS. Et puis enfin, en dernier lieu, après avoir optimisé le débit de pompe, vous avez la transfusion sanguine. Alors, voilà un exemple ici où... Je vais vous l'arrêter. Non, je ne peux pas. Alors, je ne vais pas le déclencher tout de suite. Ici, c'est un vieux moniteur. Donc, vous voyez, les valeurs de base, elles sont là. 77, 70. Et puis, on est en CEC. Et donc, en CEC... Mince. Je vais y arriver. Voilà. En CEC, on est à 67 d'un côté et 60 de l'autre. Le seul fait... On est stable. Le seul fait d'augmenter l'index de perfusion, de tourner le bouton de la pompe, vous ramène à la valeur de base. Ce patient-là, à 2,4 litres, il n'est pas bien. Ce patient-là, à 3 litres, il est bien. Voilà une des utilisations possibles, une des mesures correctives possibles selon l'algorithme de Merkin avec l'ANIRS. On a juste tourné le bouton. Ça, si vous ne le monitorez pas, vous ne le voyez pas. Donc vous aurez un patient qui sera hypoperfusé pendant longtemps. Là, ça a duré quand même longtemps avant qu'on s'y intéresse, vous voyez. Et donc, vous allez pouvoir corriger très simplement les choses. Alors après, il y a la transfusion. La transfusion, c'est le dernier maillon. On transfuse le moins possible, c'est le dernier maillon de la chaîne. Mazet met un grand coup dans la fourmilière, puisque je vous rappelle qu'il y a encore 4-5 ans, quand vous transfusiez pas le malade en dessous de 8 grammes, à 8 grammes d'hémoglobine per op, en CEC, si vous ne le transfusiez pas, vous étiez criminel. Mais vous étiez criminel. Aujourd'hui, c'est plus du tout le paradigme.
Mazet fait cette étude en 2017. Qu'est-ce qu'il montre sur un gros volume de patients, comme vous voyez? Il dit, moi, je fais de la stratégie restrictive, je transfuse qu'à partir du moment où je passe en dessous de 7,5 grammes. Et puis, en libéral, je me mets à plus de 9,5 grammes. C'est un peu provoque parce qu'il voulait un delta suffisant. Et outcome composite, avec classique DC, IDM, AVC, insuffisance rénale nécessitant la dialyse à 28 jours. Et qu'est-ce qu'il montre? CNS. En dessous de 7,5 grammes, CNS par rapport à 9,5 grammes. En mortalité, comme pour le reste. Et par contre, évidemment, vous transfusez beaucoup plus quand vous voulez vous mettre à 9,5 grammes. Et ça n'a pas de bénéfice. Aucun bénéfice. Alors là encore, le dire « Ah bah ouais, mais Mazet, il a montré 7,5 grammes, alors tout le monde se met à 7,5 grammes, c'est débile ». Donc on va pouvoir, et d'ailleurs c'est l'objet des recommandations actuelles, s'affranchir du seuil. Donc on ne parle plus de seuil, on parle de s'adapter aux malades. Et pour ça, qu'est-ce qu'on recommande? En dessous de 6 grammes, clairement, vous êtes en bas débit. Enfin, vous n'avez pas assez de transporteurs, il faut en rajouter. En dessous de 6 grammes, de toute façon, en utilisant le GDP, vous verrez, vous n'aurez jamais une DO2 satisfaisante en dessous de 6 grammes, donc vous transfusez. Au-dessus de 8 grammes, le fameux 8 grammes qui était criminel de ne pas transfuser, dès que vous passiez ce seuil, eh ben on vous dit, c'est plus le même paradigme. Avant, on vous disait, quand vous passez en dessous, il faut transfuser. Et maintenant, on vous dit, au-dessus de 8 grammes, vous ne faites rien. Rien. Vous ne transfusez pas, c'est contre-indiqué. Sauf si c'est mal toléré. OK ? Et entre les deux, entre 6 et 8 grammes, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, mon cœur balance. Vous allez utiliser des vrais outils, des outils personnalisés. Vous avez le monitorage de la SVO2 sur le GDP, vous pouvez l'utiliser. En dessous de 68, c'est un argument. C'est un argument. Et on raisonne sur un faisceau d'arguments. Si vous n'atteignez pas votre DO2 et que vous n'arrivez pas à l'amener, retenez 280. Moi, très honnêtement, je demande à mes équipes que ça soit à 300 pour avoir un peu de marge de sécurité. Si vous n'arrivez pas à maintenir la DO2 au-dessus de 300, 273 si vous voulez, c'est un argument supplémentaire. Qu'est-ce que vous faites quand vous n'avez pas une DO2 suffisante? Vous augmentez le débit de perfusion. À ce moment-là, vous allez compenser l'anémie en optimisant la perfusion. Souvent, vous arrivez à corriger la DO2 et à vous affranchir de la transfusion. Si vous n'y arrivez pas, que votre DO2 reste inférieur à 300 ou à 273 si vous êtes jusqu'au boutiste, et que vous avez une SVO2 en dessous de 68 malgré tout ça, que votre hémoglobine est dans le range des 6 grammes à 8 grammes, à ce moment-là, vous pouvez transfuser, c'est un argument fort. Quand on utilise la NIRS, c'est un argument supplémentaire. Voilà un patient qui commence, et j'ai fini Adrien, ce patient-là, il avait 7 grammes d'hémoglobine. C'était un petit poids, on n'avait pas mis un circuit petit poids, et on avait 7 grammes d'hémoglobine. On sait qu'on va le transfuser. Donc exceptionnellement, on commande les kilos à l'avance, ce qui ne doit pas se faire. Mais là, on avait de bonnes raisons. Là, vous voyez le départ en CEC, ici, et ensuite la dilution liée au priming. D'accord ? L'effet dilution. Donc vous avez dilué, vous avez fait descendre le patient en dessous de 7 grammes. Et à ce moment-là, vous voyez que c'est mal toléré au niveau cérébral avec une désaturation. Comme on avait les culs près, on les a passés immédiatement. Vous avez une resaturation qui est... Là, on n'a rien touché d'autre. On n'a rien fait d'autre que passer les culots. On a passé 2 kilos et on a restauré sa RSO2. Donc je ne vous dis pas qu'il faut transfuser sur une désaturation de RSO2. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a un argument un faisceau d'arguments qui vous permet de justifier cette transfusion, qui est le dernier échelon de votre arbre décisionnel, après avoir optimisé le reste, la capnie, la pression artérielle, le débit de pompe, la FiO2 et enfin la transfusion, si c'est dans le range. Voilà. Et j'ai fini. Conclusion. Donc, il faut s'adapter aux malades. Aujourd'hui, les temps modernes, il n'y a plus de cut-off. Vous oubliez les cut-off. C'est un ordre d'idée, le cut-off. Mais ce qu'il faut, c'est ajuster vos outils et vous ajuster par rapport aux patients et pas l'inverse. Et donc, il faut monitorer vos malades pour pouvoir optimiser d'abord la perfusion. La pression artérielle, ça reste secondaire, même si ce n'est pas négligeable. Une pression artérielle à 50 mm de mercure, ça suffit si vous avez optimisé votre débit. Et vous le monitorez sur le GDP que vous allez monitorer et sur la NIRS. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Julien. Première question. Merci. Rebonjour. Une bête question sur le NIRS. Pourquoi est-ce que vous mettez 2 électrodes ? Parce que vous avez vu, il y a des asymétries. Et surtout chez les patients... 3 cm3, vous pensez que vous allez vraiment avoir des asymétries en frontale ? Vous avez vu la différence de vascularisation qu'il avait sur son bis. Alors quel hémisphère vous choisissez ? J'en choisis pas, je prends les deux. Oui, c'est ça. Mais
On voit toujours sur le NIRS en fait une petite différence entre les deux, toujours, Oui. au départ. Et au bout du compte, dans tous les guidelines, c'est diminution de 20% ou en dessous de 50%. Oui. Moi, franchement, je fais de la chirurgie cardiaque, je mets une seule électrode. Bah, je vois Et pas j'ai les pourquoi. mêmes renseignements que vous, mais s'il y a un coût quand même. C'est vrai, peut-être qu'en France, vos soins sont. On sont parle pas de. gratuits. Alors, il y a un coût, c'est vrai. Sont gratuits. Quand le chirurgien il utilise une compresse Oui, ça, je hémostatique à 400 balles, il ne demande pas s'il y a un coût. Il dit j'en ai besoin. Bah, moi, j'en ai besoin. Après, Pas trop l'intérêt d'utiliser. bah, Parce que vous allez. Quand ça va diminuer, je dirais, de plus de 20%, ça va diminuer éventuellement des deux côtés. Quand ça va descendre de 50%, ça va franchement diminuer, je dirais, des deux côtés. Donc, je demande juste quel est votre argument pour Je utiliser comprends. deux J'essaie de électrodes. je comprends ce que vous me dites. Et ça, je comprends aussi la motivation. Le truc, c'est que on a des patients qui sont âgés, qui ont potentiellement des pathologies vasculaires qui ne sont pas homogènes, et que globalement, vous pouvez avoir des asymétries. Quand il vous montre l'histoire de la pression artérielle, où il vous dit à 60, le patient, bah, il a une sylvienne qui n'est pas perfusée, et à 80, elle est perfusée, ça, si vous avez qu'une électrode, vous ne le verrez pas. Moi, j'ai le cas, il nous est arrivé un cas très récemment où en fait le patient était sur l'appui-tête et avec la manœuvre chirurgicale dans le cadre d'un prélèvement mammaire, la tête a basculé, on ne s'en est pas rendu compte et on ne l'a pas corrigé. Il avait la tête complètement basculée comme ça et il a désaturé. Et en fait, en lui repositionnant la tête, on a récupéré une perfusion normale. Ça, c'était juste une posture. Après, vous avez des défauts de cannulation. Après, il peut se passer beaucoup de choses. La vascularisation cérébrale, elle n'est pas homogène chez ces sujets-là. On n'est pas chez du sujet jeune qui fait sa prothèse d'épaule. On est chez des patients qui, en moyenne, je ne sais pas quel est l'âge de vos patients, mais nous, on est à 68 ans d'âge moyen. Et globalement, on est bien au-delà très souvent, avec des pathologies, des facteurs de risque cardiovasculaires associés. Ils peuvent largement avoir des asymétries de vascularisation. Et donc, je pense que c'est utile de monitorer au moins les deux hémisphères. Après, il y a du matériel là qui est en train de se développer pour avoir plusieurs points d'analyse, parce que clairement, ce que vous soulignez est très juste, c'est-à-dire que d'aller analyser 1 cm3 de chaque lobe frontal, c'est hyper flou. On n'a pas autre chose aujourd'hui, c'est déjà pas mal, mais c'est hyper flou. Donc c'est de la perte d'autorégulation cérébrale avec toutes les limites qu'il y a. Mais au moins, on peut la détecter et c'est donc utile. Après, vous voulez mettre qu'une électrode, vous pouvez, mais il y a des asymétries. Typiquement, il nous en a fait la démonstration avec son cas clinique. C'est dommage. Non. Il faut rajouter une budgétaire. Mais... Oui. Oui. Question au fond. Qu'est-ce que vous pensez du monitorage du Doppler transcrânien couplé au NIRS pour ces situations-là? Parce qu'il y a des équipes qui l'ont utilisé, qui le couplent même au NIRS. Est-ce que vous pensez que c'est valide, qu'on peut valider des valeurs seuil en cours de CEC où il n'y a pas de systolo-diastolique forcément? Alors, d'abord, avec les valeurs seuil, méfiez-vous parce que ça dépend c'est exactement la même chose que ce que disait Lionel Velli tout à l'heure. Les valeurs seuil, elles sont définies sur un type d'appareil. Elles ont été validées avec des algorithmes mathématiques qui sont propres à chaque appareil. Et quand vous changez d'appareil, c'est plus les mêmes valeurs seuil. Ça, les compagnies industrielles, elles ne vous le disent pas parce que c'est plus facile de développer une technologie qui a été testée sur 15 sujets sains hors anesthésie à 20 ans plutôt que de se donner le mal de faire des études de validation. Donc méfiez-vous, tous les dispositifs ne sont pas équivalents dans le BIS comme pour le NIRS. Après, le couplage Doppler-NIRS, à ma connaissance, il n'a pas été évalué. Ce qui est sûr, c'est qu'on retrouve des similitudes entre les épisodes de souffrance cérébrale détectés par le BIS et les épisodes de désaturation de RSO2, et que probablement, il y a un intérêt à le coupler. Mais à ma connaissance, il n'y a pas d'études qui se sont intéressées à l'outcome que peut avoir une désaturation symétrique et simultanée du BIS et du NIRS. Mais c'est probablement extrêmement pertinent parce que dans un cas, c'est une activité électrique, dans l'autre cas, c'est une mesure d'oxygénation. Et donc le couplage est probablement pertinent, surtout quand on voit qu'on corrige les choses en restaurant une hémodynamique, par exemple. Ouais. Justement, parce que tu parles beaucoup d'autorégulation, mais il y a des indices de l'autorégulation qui ont été développés justement pour corréler les valeurs d'oxymétrie cérébrale et les valeurs de pression artérielle moyenne et qui peuvent servir à déterminer
valeur basse justement d'autorégulation pour déterminer le bon niveau de pression artérielle. Ouais. Qu'est-ce que tu Bah, penses de ça? Très honnêtement, c'est vrai qu'il y a ces indices, ils ne sont pas commercialisés. Et on a là, Medtronic notamment, j'y suis allé il y a 10 ans pour cette même problématique parce qu'ils voulaient développer un indice de perte d'autorégulation plus spécifique. Et ben, c'est toujours pas sorti et j'ai pas vu d'éléments qui permettaient de le monitorer. Sauf si tu as peut-être Non, des il y a la avis boîte contraires. de Cambridge, là, je ne sais plus comment il s'appelle, Chosnica, mais c'est sur le Doppler. Hein? Oui, c'est sur le Doppler. Mais en tout cas, à ma connaissance, c'est le seul outil un peu développé. Après, le Doppler, le problème, c'est qu'en chirurgie cardiaque, c'est un petit peu compliqué. C'est non pulsé. Enfin, il y a la CEC, c'est un peu compliqué avec le Doppler. Peut-être on a le temps pour une dernière question. Juste une petite question. Vous, en tant qu'anesthésiste, réanimateur, perfusionniste, sur quelle hémoglobine se fiche votre attention? Parce que c'est l'hémoglobine de départ, celle du gaz pré-CEC, celle du gaz post-priming, à quel moment vous anticipez une éventuelle transfusion? Alors, très clairement, quand on a un patient qui part en dessous de 10 grammes, même sur des circuits petits poids, on va avoir on sait qu'il y a un risque transfusionnel qui est plus élevé. Mais alors, hormis le patient typiquement qui part à 8 grammes d'hémoglobine ou 7 grammes d'hémoglobine, même avec un circuit petit poids, le priming il est trop important. Alors on peut faire un priming au sang, enfin ça reviendra au même. Et donc globalement là on sait qu'on ne va pas y couper. Là où il va y avoir un enjeu, c'est chez le patient qui va avoir au-dessus de 9-10 grammes, même avec un circuit petit poids. Là on ne va pas commander les culots, on va attendre de voir ce que ça donne, optimiser la perfusion. Et si en atteignant la cible de 3 d'index, on n'arrive pas à obtenir une DO2 satisfaisante et un ECPR satisfaisant, et qui plus est, si en plus c'est mal toléré au plan de la NIRS, on va le transfuser. Mais si on atteint les cibles, on ne le transfusera pas. Alors, il y a un autre élément que je n'ai pas pu aborder, qui est la durée de CEC et l'âge du patient. Il a été clairement démontré dans un certain nombre d'études que, évidemment, un mixome d'une femme de 40 ans qui va passer 10 minutes de clampage, si elle est à 6 grammes, on s'en fout. On va récupérer la pompe très rapidement. L'hémoglobine, elle aura une baisse très transitoire. On ne va pas la transfuser pour ça. Par contre, le patient de 80 ans qui a un double site et qui va avoir plus de 120 minutes de CEC, eh ben celui-là, c'est un argument supplémentaire pour le transfuser. Ce n'est pas le seul argument, mais c'est un argument supplémentaire. Il faudra... C'est pas le seul argument supplémentaire, mais on va rester sur cet argument malgré tout. Merci. Donc, merci beaucoup Julien. Merci à Medtronic pour l'organisation de ce symposium. Et merci à Lionel, merci aux deux orateurs. Et puis on enchaîne tout de suite, du coup, parce qu'on est presque en retard, mais en fait à l'heure, sur la session ventilation unipulmonaire.